Céline Bouton, donc je suis professeure associée au département de médecine générale de Nantes. C'est un article que j'ai réalisé en collaboration étroite avec le DMG d'Angers et l'équipe de recherche Esther, qui est une équipe de santé au travail et d'épidémiologie avec laquelle on a ce partenariat depuis longtemps. Donc c'est un article qui est paru en début 2018. Je déclare un conflit d'intérêts lors d'un forum sur la douleur chronique où j'ai été alimentée pour 4 repas par Sanofi, mais pour 0 €. Alors le contexte de la lombalgie chronique, si cet article a tant intéressé, c'est que c'est toujours une pathologie très prévalente et tout le monde le sait. C'est 7% de nos consultations en médecine générale, c'est ce qui avait été montré par l'étude Echogène. C'est la moitié des Français qui, dans l'année, vont se plaindre à un moment donné d'avoir mal au dos. Et c'est une pathologie multifactorielle qui répond bien à nos problématiques de médecine générale dont nous avons l'habitude. On parle de lombalgie aiguë en dessous de 4 à 6 semaines, de subaiguë de 6 à 12 semaines. Au-delà de 3 mois, on va parler de lombalgie chronique, qui sont moins nombreuses que les 2 précédentes, mais qui malheureusement font une grande part de la problématique d'invalidité et d'incapacité, d'arrêt de travail et de coût des soins de cette pathologie. Pour ce qui est de la lombalgie récurrente, il s'agit d'une définition qui est très compliquée dans la littérature, où finalement personne n'arrive trop à définir. Et on va considérer que ce sont des épisodes aigus ou subaigus qui se répètent. Et finalement, on ne va pas les différencier dans la présentation et dans l'article, on ne l'a pas différencié, puisque finalement, il s'agit du traitement d'une lombalgie aiguë ou d'une lombalgie subaiguë. La prise en charge reste la même. Alors cet article, nous n'avons pas réalisé une synthèse systématique de la littérature et je ne vous demanderai pas non plus de lire toute cette diapo. L'idée de cette diapo, c'est de vous montrer sur quoi on s'est basé pour écrire cet article. On a repris les principales recommandations anglo-saxonnes et françaises récentes. Alors française, on n'est pas dans le très récent puisque la dernière reco de l'ANAS à l'époque date de 2000 sur le sujet, donc on est très ancien, on espère qu'il y en aura très prochainement de nouvelles, mais on s'est appuyé sur nos collègues canadiens, américains et anglais qui ont des recommandations bien plus récentes. Et on va voir ensemble que les niveaux de preuve de ces recommandations sont très discutés. La lombalgie, qu'elle soit à n'importe quel stade, en tout cas, quand elle commence, la lombalgie aiguë va, dans la majorité des cas, rentrer dans l'ordre d'elle-même. Ce qui fait qu'on a toute une partie des patients qui n'ont pas besoin de soins et c'est très difficile de savoir à l'avance lesquels vont avoir besoin de soins. Ce qui fait que pour montrer l'efficacité d'un traitement, c'est très compliqué et donc on a des études de très faible niveau de preuve au niveau des traitements proposés. Et finalement, on voit que tous les propositions thérapeutiques vont être efficaces. Et donc tout ça est basé sur des choses qui sont plutôt des avis d'experts, comme nous allons le voir après. La présentation, comme l'article, vont s'articuler autour de 2 grands thèmes. D'abord évaluer et ensuite traiter. L'évaluation prend une grande part dans la lombalgie. Et la première étape d'évaluation est de confirmer qu'il s'agit bien d'une lombalgie commune, qui correspond à 98% des lombalgiques. Alors d'abord, il faut éliminer l'extra-rachidien, tout ce qui est pyélonéphrite, par exemple, et ça, c'est notre anamnèse et notre examen clinique qui me permettent d'y répondre. Ensuite, on va avoir tout ce qui est ce qu'on appelle des drapeaux rouges, les red flags, qui vont nous permettre d'éliminer justement ces 2% de lombalgie aspécifique, qui peuvent être d'origine tumorale, fracturaire, inflammatoire ou infectieuse. Pour le tumoral, on va rechercher si c'est un premier épisode après 50 ans, s'il y a un antécédent de cancer, une altération de l'état général ou une perte de poids. Par rapport au fracturaire, bien évidemment, un traumatisme, une corticothérapie, un terrain d'ostéoporose. Pour l'inflammatoire, c'est les douleurs typiquement d'horaire inflammatoire. L'infectieux, ce sont tous les antécédents d'immunosuppression, d'HIV, de toxicomanie, de fièvre inexpliquée. Et puis globalement, on va aller rechercher tout ce qui va nous alerter en tant que médecin généraliste sur une pathologie potentiellement grave, des douleurs thoraciques qui ne collent pas dans le tableau, un syndrome neurologique étendu, une persistance sous traitement après 4 à 6 semaines. Il faut savoir que malheureusement, ces signes ne sont absolument pas spécifiques. 80% des lombalgiques qui ont une lombalgie commune vont avoir un de ces signes. Donc c'est très compliqué et il faut pouvoir se poser la question, est-ce qu'il n'y a que ce signe de façon isolée et on va voir ensuite ce qu'on propose à ces patients.
La deuxième étape, en tout cas en parallèle, on va chercher les obstacles à une évolution favorable qu'on appelle les yellow flags ou drapeaux jaunes. En effet, ces facteurs qu'on appelle facteurs biopsychosociaux vont énormément influencer sur la capacité des patients à aller vers une guérison et aussi sur leur ressenti de la pathologie. Alors, on va distinguer des facteurs cliniques qui sont notamment l'âge, d'avoir déjà un antécédent au niveau lombaire, de chirurgie, d'avoir une altération de l'état général pour d'autres raisons. Des facteurs biomécaniques qui sont plutôt liés aux activités pratiquées par les patients. Typiquement, leur travail avec des ports de charge vont expliquer une partie du problème. Des facteurs psychosociaux en tant que tels, qui vont être soit individuels. C'est toute la partie, et là, pour le coup, autant je vous disais que certains niveaux de preuve sont très bas sur la pathologie lombaire, autant sur les facteurs psychosociaux, on a quand même un bon maillage de données qui nous disent que là, cette évaluation de ces facteurs biopsychosociaux est quelque chose d'important et qui va rentrer dans le cadre de la médecine générale parce que ça fait partie de nos compétences. Donc c'est toute la partie cognitivo-comportementale avec les comportements d'évitement, les gens qui vont avoir peur d'avoir mal, donc ils vont faire de moins en moins de choses, le catastrophisme, les croyances erronées, la peur de rester paralysé par exemple si on a une sciatique, le pessimisme quant au pronostic. Bien évidemment toutes les pathologies psychologiques ou psychiatriques, qu'elles soient à l'origine de la lombalgie, enfin en tout cas qu'elles soient préexistantes comme les névroses, les dépressions, voire les psychoses, mais aussi le retentissement psychologique d'une lombalgie sur le patient. Bien évidemment, et ça c'est connu de tous, les facteurs professionnels, la capacité des patients à avoir un soutien dans leur travail, d'avoir une latitude, d'avoir un travail qui leur satisfait est très important. Les facteurs liés à l'entourage, le soutien de l'entourage sur une pathologie qui peut durer longtemps, comme on l'a dit sur le chronique, et des facteurs plus contextuels dans une situation, avec par exemple un conflit sur un accident de travail ou la difficulté de retour à l'emploi si le contexte ne s'y prête pas. Et puis également, qui est très important, des obstacles liés au système de santé, où on parlait juste avant de catastrophisme ou de croyances erronées, un patient qui va avoir eu un discours extrêmement pessimiste d'un professionnel de santé et un discours opposé derrière va être très difficile à faire avancer puisqu'il va être un petit peu perdu dans tous ces discours. Donc ça, ce sont des facteurs qui sont vraiment primordiaux et qui, pour nous, sont tout à fait utilisables en médecine générale, en tout cas à dépister et éventuellement à prendre en charge. Sur cette partie d'évaluation, on voit que la majorité des signes sont cliniques ou de l'ordre de l'entretien et qu'il faut les répéter à chaque consultation, les réitérer pour se dire « Ah, la lombalgie, elle reste, est-ce qu'il y a un red flag qui est apparu ?» Et on va secondairement, vous voyez que c'est une seule ligne sur toute cette partie d'évaluation, proposer une radio standard et une IRM si ça dure plus de 4 à 8 semaines, mais éviter de répéter ces examens et bien dire aux patients que ce n'est que pour rechercher ces pathologies spécifiques, mais que ça ne change pas leur prise en charge dans la majorité des cas. Donc on passe à la partie traitement. Alors comme je vous ai dit, les niveaux de preuve sont très faibles. Donc je vais commencer par vous présenter ce qui est recommandé avec un fort niveau de preuve. Ce qu'on sait et ce qui est démontré, c'est que quel que soit le stade, proposer des conseils de réassurance, de rester actif et un retour précoce en travail sont des facteurs qui vont améliorer la lombalgie. Au stade subaigu, la prise en charge des fameux facteurs psychosociaux dont je viens de parler, comme au stade de chronique, sont très importants et démontrés. La kinésithérapie active également est démontrée au stade subaigu. Et les programmes de rééducation multidisciplinaire qui s'appuient souvent sur une kinésithérapie active en pluriprofessionnel également. Et on voit que pour la lombalgie chronique, on peut proposer également des thérapies cognitivo-comportementales par rapport aux yellow flags cognitivo-comportementaux. Pour ce qui est des traitements, des choses dont le niveau de preuve est important, on a ensuite la partie traitement à proscrire. Donc, de façon miroir, on a le repos strictoli, les tractions, l'infiltration de corticoïdes en absence de radiculalgie et les corticoïdes oraux ou intramusculaires à un stade aigu. Bien évidemment, ils n'ont pas été testés au stade chronique non plus.
Donc là-dessus, on peut être sûr. Et puis ensuite, on peut se poser la question, d'accord, il ne nous reste pas grand-chose à prescrire quand même avec nos patients. Et la majorité des recommandations, notamment anglo-saxonnes, insistent sur l'importance des prises en charge non médicamenteuses et donc également non invasives, qui doivent rester vraiment en première ligne. Je vous ai dit tout à l'heure que la kiné active était démontrée comme un traitement efficace. Elle doit avoir lieu pas trop tôt, c'est-à-dire que normalement en phase aiguë, elle n'a pas sa place, pas trop tard. Il ne faut pas rater le coche de la phase subaiguë et pas trop longtemps. Au bout de quelques mois, il y a un moment donné, au bout d'un certain nombre de séances, ça n'a pas d'intérêt. Il n'y a pas de type de kiné qui, pour l'instant, a fait la preuve de son efficacité du moment qu'elle est active. On n'a pas de supériorité des uns par rapport aux autres. Maintenant, on a cette difficulté de ne pas forcément savoir quel kiné pratique notre kinésithérapeute référent. Et je vous invite à aller voir un poster qui est actuellement affiché, qui parle justement de que font les kinésithérapeutes avec ces patients lombalgiques et qui répond, en tout cas, qui ouvre quelques questions. Et donc, nous avons toute cette part de prise en charge non médicamenteuse où on a peu ou pas de preuve d'efficacité, mais où on va être quand même dans la question du ne pas nuire, du non nocere qui nous est cher, avec notamment tout ce qui est massage, balnéo, chaleur, ultrasons, manipulation vertébrale. Les patients qui viennent nous voir, oui, j'ai été voir l'ostéo, je me sens mieux. De l'acupuncture, certains prescrivent des ceintures lombaires, des semelles orthopédiques, des TENS, des cures thermales. Tous ces éléments n'ont pas montré de preuve d'efficacité, mais au moins ne nuisent pas à nos patients et pourront éventuellement être proposés. Alors, on va arriver au bout d'un moment, à la prise en charge médicamenteuse qui finalement, dans nos consultations, prend beaucoup de place, mais finalement, je vous ferai remarquer qu'elle arrive en dernier là, parce que de nouveau, on a très peu de preuves et il a même été débattu de l'efficacité du paracétamol sur la lombalgie aiguë. Nous avons pris le parti de continuer de recommander le paracétamol et les AINS, c'est ce qui est décrit dans la littérature. Les paliers 2 et les paliers 3, notamment depuis les problématiques de mésusage aux États-Unis, posent question, notamment la recommandation américaine proscrit les morphiniques, et vous trouverez des spécialistes en France qui vont avoir le même discours. Je crois que l'important, c'est de prescrire des morphiniques de longue durée d'action pour la période la plus courte possible, et surtout de se mettre dans la position de pouvoir évaluer la douleur et de la réévaluer. En tout cas, de suivre ces patients. On va pouvoir proposer des antidépresseurs, la mitriptyline, la duloxétine, la gabapentine, la prégabaline sur les radiculalgies, des AINS topiques, des myorelaxants, des infiltrations en cas de radiculalgie en subaiguë. Tous ces éléments n'ont pas fait la preuve de leur efficacité et n'ont pas suffisamment de preuves pour être recommandés en tout cas. Alors vous allez me dire, oui, mais donc on commence à parler de radiculalgie, qu'est-ce qu'on fait quand il y a une sciatique ou une cruralgie ? Eh bien, ce sont les mêmes principes, si ce n'est que la résolution est plus lente en cas de radiculalgie. Bien évidemment, il faut commencer par éliminer l'urgence de l'hyperalgie résistante aux antalgiques, de la paralysie motrice ou du syndrome de queue de cheval. Mais le principe est le même, avec un passage à l'IRM ou à un avis chirurgical s'il y a plus de 4 à 6 semaines d'évolution. Une possibilité d'infiltration en subaiguë, même si les preuves sont pas très fortes. Et puis une chirurgie en dernier recours. Adresser le patient, c'est quand même quelque chose qu'on va pouvoir faire aussi rapidement. Et vous l'avez vu, c'est une pathologie complexe où il va probablement à un moment donné falloir réfléchir à travailler en pluriprofessionnel. Alors on l'adresse aux kinésithérapeutes, mais aussi aux rhumatos, aux médecins rééducateurs, à l'algologue, aux chirurgiens si on a besoin d'un avis. Il y a différents éléments qui peuvent être pris en compte. Aux médecins du travail également, c'est très important dans l'idée de reprendre le travail. En tout cas, c'est de travailler ensemble qui paraît important. Comme j'ai pu en parler auparavant, vous voyez que les données actuelles de la science sur cette pathologie de lombaire montrent peu de preuves et que finalement, on se retrouve dans la situation courante en médecine générale où c'est l'évidence-based médecine qui prend le pas et où on va avoir plus d'importance des circonstances cliniques et des préférences du patient pour prendre la décision. Et donc, on va s'appuyer aussi sur cette partie-là très importante. Je fais un bref point sur la prévention des récidives. Il a été démontré que la prévention des récidives passait par l'exercice physique et une activité régulière. Et sur ça, la campagne de presse d'assurance maladie est plutôt bien faite sur le mal de dos. Le bon traitement, c'est le mouvement, même si je n'ai pas de conflit d'intérêt avec eux. Alors,
pour conclure, si je dois garder des grands messages de cet article, c'est ne pas nuire à nos patients, les rassurer en leur proposant au maximum de bouger, de les accompagner dans un parcours de soins qui peut être compliqué en fonction également des possibilités de certaines régions, et d'explorer et de les aider à avancer sur les facteurs biopsychosociaux. Tout ça probablement dans une proposition pluriprofessionnelle de travailler ensemble. Alors, c'est la photo qui a été choisie sur l'article d'Exercer qui est paru en février, donc c'était adapté au niveau de la météo. J'ai parlé de bouger, etc. Elle m'a un peu fait tiquer cette photo quand je l'ai vue, parce qu'elle était un peu tristoune. Alors j'ai cherché un arbre qui bouge pour montrer le mouvement, avec l'accompagnement d'un médecin qui va l'accompagner. J'ai pas trouvé beaucoup mieux. Dans tous les cas, je crois que ce qui est important, c'est de travailler ensemble. Aline Ramon n'a pas pu le présenter hier, mais il y a un projet Colombe, qui est un projet de recherche en soins primaires, qui va justement s'attacher à essayer de démontrer l'efficacité de la prise en charge des facteurs biopsychosociaux et d'une prise en charge pluriprofessionnelle allant vers le mouvement, la santé au travail et la prise en charge en kiné active de ces patients lombalgiques. Voilà. Je vous remercie de votre attention et puis je vous donne rendez-vous à Nantes en 2019. Oui, bonjour, Isabelle Anderson, interne de médecine générale à Nantes. Vous parliez du coût de la radio et de l'IRM, mais est-ce qu'il y a une place pour le scanner pour les lombalgies un peu subaiguës chroniques? C'est une très bonne question. Le scanner, alors dans l'idéal, si on a le scanner et l'IRM dans les mêmes délais, l'IRM va être plus proposé dans les recommandations pour essentiellement des problèmes d'irradiation liés au scanner. C'est des patients qui, en lombalgie chronique, on l'a déjà montré, malheureusement ont souvent plusieurs imageries dans leur parcours, et donc privilégier l'IRM pour des raisons voilà, et puis également parce que l'IRM va apporter plus d'informations, notamment sur les pathologies intervertébrales, sur les hernies, mais on peut proposer un scanner, mais voilà, si on peut avoir l'IRM dans les mêmes délais, ça dépend probablement des régions et des possibilités. Merci. Patricia Vieira, médecin généraliste. Je souhaiterais savoir, est-ce qu'il y a une prise en charge médicamenteuse spécifique chez des personnes qui ont malheureusement des contre-indications aux anti-inflammatoires? Il n'y a pas de proposition spécifique. Il y a les autres propositions que j'ai évoquées, que sont les antidépresseurs. Alors, pas les il y a certains antidépresseurs qui sont à proscrire également, mais notamment, voilà, il y a quelques articles sur la duloxétine, des choses comme ça, mais avec des faibles niveaux de preuve, voilà. Et la question après des paliers 2 et des paliers 3 qui pose souci, mais finalement, encore une fois, c'est les traitements non médicamenteux auxquels il faut avoir probablement rapidement recours pour ces patients-là. Pascal Durier, médecin généraliste à Lille. En complément du traitement, la place de la corticothérapie, est-ce qu'il y en a une? Parce qu'on ne l'a pas du tout mentionné. Et alors qu'on pratique souvent... Alors, la corticothérapie... par voie générale. Hein. Oui, il a été montré qu'il n'y avait pas d'efficacité de la corticothérapie orale ou même intramusculaire en phase aiguë, et puis ça n'a pas été recherché pour la suite chez les patients lombalgiques et voilà, même pour les radiculalgiques, c'est pas un traitement qui est recommandé par aucune des recommandations qu'on a utilisées pour la synthèse. Question juste devant. Je répète la question plus fort. Comment expliquer qu'il n'y ait pas de nouvelles recommandations depuis 2000 ? Merci. C'est une excellente question. Je remercie mon directeur de DMG de la poser. Alors, elles sont en cours, mais il y avait même une réunion hier, je crois, sur le sujet. La difficulté de se mettre d'accord, parce que comme on est en train d'essayer de faire des accords professionnels et qu'on a dit qu'il fallait travailler en pluripro avec des professionnels qui ont des idées très arrêtées parfois. Je parlais des rhumatologues qui s'ils lisent de façon brute la partie américaine sur les morphiniques, vont vous dire mais non, il ne faut plus prescrire aucun morphinique à aucun douloureux chronique. Ça peut être un petit peu compliqué à voir de notre point de vue de médecin généraliste, et donc probablement que ça prend du temps, et probablement que c'était pas la priorité des politiques de santé auparavant, mais ça va venir, j'espère. Oui, ça va venir. T'as un délai? On sait dans quel délai, Aline? Normalement, ça devrait être en 2019. Merci, Aline.
Rochelle, on a très envie que nos patients bougent et on a beaucoup de mal à les faire évoluer dans ce sens-là. Est-ce qu'on a des évaluations des premières petites applications qu'on voit, notamment l'application d'Amélie, pour essayer de faire bouger les gens? Est-ce que des patients les regardent? Est-ce que ça sert à quelque chose? À ma connaissance, il n'y a pas d'études de fait, mais ça me titille de au moins faire un sujet de thèse dessus pour les internes. Mais c'est une très bonne idée d'évaluer ces outils-là. C'est pas très simple, mais c'est une bonne idée. Docteur Villouin, entrant en Bretagne, je voulais juste savoir, vos lombalgies, la moyenne d'âge, c'est laquelle? Parce que en fait, vous vous intéressez aux lombalgies de la personne active, mais en fait, en médecine générale, enfin, en tout cas pour moi, c'est souvent des personnes âgées. Donc, ils n'ont pas forcément des problèmes fracturaires ni des problèmes tumoraux, mais dans ces cas-là, est-ce que ces recommandations sont toujours valables? Parce que c'est pas si évident que ça. Alors, le travail qui est fait au niveau des recommandations est essentiellement fait et toutes les études sont essentiellement faites avec des patients de 18 à 65 ans, vous avez tout à fait raison. Et la vraie difficulté, c'est comme dans beaucoup de sujets, dès qu'on passe les 65 ans, on n'a déjà pas beaucoup de preuves avant 65 ans, mais alors on en a encore moins après. Je crois que notre bon sens de médecin généraliste va faire qu'on va continuer de prendre les mêmes stratégies thérapeutiques, d'être encore plus vigilant aux red flags chez ces patients-là, et d'être vigilant aussi aux facteurs psychosociaux chez ces patients-là, parce qu'il y a quand même des composantes psychologiques qui peuvent s'ajouter, le vécu du vieillissement qui peut être difficile, et de prendre en compte les difficultés qu'ils peuvent avoir avec certains médicaments sur la liste, bien évidemment, que les morphiniques, les antidépresseurs vont peut-être pas être recommandés chez des patients âgés, mais là c'est effectivement la confrontation. C'est pour ça que j'ai mis la diapo sur l'évidence-based médecine, parce qu'on va s'adapter avec les données de la science qu'on a à la situation clinique qui est devant nous et aux patients. Mais encore une fois, effectivement, la majorité des éléments sur lesquels on se base pour produire les recommandations, elles sont sur le 18-65 ans et les financements ils sont aussi là-dessus parce que c'est ça qui coûte très cher au niveau de l'assurance maladie notamment et des indemnités journalières. Merci beaucoup Céline. Si vous lisez l'article, dans l'article il y a la description d'une situation d'un homme qui souffre du dos et on apprend en lisant son histoire qu'après il a aussi un conflit avec son épouse et qui dort dans un canapé qui n'est pas vraiment adapté et qu'il a un métier qui lui plaît peut-être plus beaucoup et on comprend vraiment les interactions et même les neurosciences maintenant montrent que oui, la douleur, la lombalgie, c'est pas seulement répondre par un traitement. Merci Céline, vous l'avez beaucoup dit. Je peux juste redire, l'article, pour ceux qui ne seraient pas abonnés à Exercer, l'article a été mis gracieusement en open, en gratuit, sur le site d'Exercer. Je vous invite à en prendre connaissance en entier pour répondre aussi aux questions qui resteraient. Et puis à vous abonner, bien évidemment, à Exercer.